Bonjour à vous, vous m'entendez? Oui. Donc on va commencer. Donc on va rester un petit 45 minutes ensemble et si je réussis bien mon affaire, si je puis dire, à la fin de la masterclass, vous aurez peut-être plus de questions dans votre tête que dans votre arrivée. Mais ça veut dire que vous avez déjà enclenché le processus de réflexion de création d'entreprise. Vous commencez déjà à vous poser les bonnes questions, à envisager la création par les étapes qui doivent être respectées. Alors, si vous êtes salarié, vous êtes peut-être en CDD, vous êtes peut-être en CDI, vous êtes peut-être à temps plein, vous êtes peut-être à temps partiel, bref, vous êtes en activité. Et donc, se posera la question de j'ai envie de créer, certes, mais mon activité est-elle secondaire à mon activité salariée, et donc elle peut être complémentaire à mon activité salariée, ou alors je veux me consacrer à 100% à ma création, et en conséquence, doit se poser la question du départ de l'entreprise. Si l'activité est secondaire, on peut envisager que si votre passion c'est de faire des charentaises, vous pouvez les vendre sur un marché le week-end. Ça reste une activité réglementée avec ses obligations légales, mais vous pouvez le faire en partie en complément de votre activité salariée. Sinon, est-ce que j'aurai le droit au chômage si je quitte mon activité? Spontanément, il y a 3 cas de figure qui ne donnent pas le droit au chômage de manière naturelle. La démission. Et là encore, il y a des exceptions, parce qu'il y a des cas de démission légitimes, et j'en reviens après. La fin d'une période d'essai. Donc si vous faites une fin de période d'essai, vous n'avez pas le droit à l'assurance chômage, sous condition. Donc la décision sera examinée 4 mois après le départ volontaire. Et le dernier qui est un motif nouveau, c'est l'abandon de poste. L'abandon de poste est maintenant catégorisé comme étant une démission. Tous les autres motifs de fin de contrat, que ce soit une fin de CDD naturellement, que ce soit une rupture conventionnelle, que ce soit un licenciement, qu'importe le motif de licenciement, peuvent donner le droit à l'assurance chômage. Bien sûr, il y a des éléments qui ne sont pas comparables. Les licenciements pour faute ne donneront pas spontanément les primes de départ. Donc c'est un élément important dans votre réflexion. Se posera par suite la question de j'ai combien de droits au chômage ? À date d'aujourd'hui, quelqu'un qui a travaillé 2 ans et qui a moins de 55 ans peut prétendre à 18 mois de chômage. Quelqu'un qui a plus de 55 ans et qui a travaillé au moins 3 ans peut prétendre à 27 mois de chômage. Donc c'est une donnée importante pour la construction de votre projet. Parce que vous pouvez considérer que la construction d'un projet entrepreneurial, c'est à la fois comme un iceberg, ce qui est sous l'eau, donc c'est-à-dire votre démarrage d'activité, et ce qui est au-dessus de l'eau, le temps consacré à la création de votre statut. Une erreur à ne pas faire, jamais s'inscrire avant la fin de son contrat de travail. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait des cas de démission légitimes. Il y en a 14 de mémoire. Par exemple, si votre employeur ne vous paye pas vos salaires dans une durée importante. Bon, là, il y a une procédure judiciaire à faire. Le suivi de conjoint, essentiellement. Et il y a un cas un peu plus usuel qui est le démission en conversion. Il faut que vous ayez travaillé au moins 5 ans dans votre entreprise, passer devant une commission qui légitime votre projet de création d'entreprise, et à partir de là, vous pouvez vous inscrire comme demandeur d'emploi. Si vous vous inscrivez avant que la commission ait pris sa décision, ça ne marchera pas. Se posera aussi la question du montant de votre assurance chômage. Bon, là, naturellement, si vous me posiez la question autour de la salle du montant que vous auriez, je serais bien en peine de vous répondre, vu les situations individuelles différentes. Sachez néanmoins qu'il existe un simulateur sur le site de France Travail, il n'y a pas besoin d'être inscrit pour l'utiliser, qui vous permettra d'avoir une estimation du montant, de la durée et du point de départ de votre assurance chômage. Tapez simplement simulateur France Travail et vous aurez les sites simulateurs de France Travail. Avant de partir de votre contrat de travail, se posera la question de y a-t-il ou n'y a-t-il pas une clause de non-concurrence? Si votre contrat de travail ne vous autorise pas à travailler dans la même branche professionnelle pendant une durée précise, vous avez beau avoir une envie de création d'entreprise, par la loi et par le fait et par votre contrat, vous ne pourrez pas créer la forme juridique. S'il n'y a pas de clause de non-concurrence, la raison s'arrête. La motivation. Fondamentalement, il faut que vous sachiez pourquoi vous voulez créer. Et évidemment, il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise motivation. L'essentiel des personnes qui créent une entreprise après le salariat cherchent
une indépendance. De plus forcément être sous la ligne directrice d'un responsable, type un directeur, type un responsable de service, de se dire j'organise mes journées, je fais ce que je veux a priori dans le cadre de la réglementation, mais je n'ai pas d'ordre à recevoir de quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi, et on l'a vécu beaucoup après le Covid, je veux allier ma vie professionnelle et ma vie personnelle, et je veux donc choisir les jours où je travaille, les jours où je ne travaille pas. S'enrichir, je le mets de manière frondeur, hein, parce que peu de créateurs d'entreprises décident de créer une structure juridique pour perdre de l'argent. Par contre, ça peut ne pas être le vecteur principal. Et là, je dirais qu'à défaut de gagner des tonnes et des tonnes d'euros, il ne faudrait pas en perdre, à minima. Changer de vie, ça aussi, ça a été vécu post-Covid, c'est des projets de reconversion. Je veux aller à la campagne, je veux créer un restaurant, je veux devenir fleuriste, naturopathe. Ce que j'appelle les métiers passion. Les métiers qui permettent à la personne qui veut créer d'avoir un sens. Pourquoi pas? Mais il y a des éléments qu'on va voir ensuite qu'il faut sécuriser. Ça peut aussi avoir une utilité sociale. L'utilité sociale, c'est la partie la plus difficile par rapport à la création d'entreprise, parce que assez souvent, l'utilité sociale est associée à l'association notamment. Et que c'est rarement facile de gagner des sommes d'argent comparables à une partie indépendante classique. On pourra ajouter plein d'autres, et c'est important de savoir pourquoi vous voulez créer, pour que le projet, encore une fois, en même temps je dis encore une fois parce que je l'ai dit ce matin, mais vous n'étiez pas là, soit construit autour de vous. Dans la passion de la création, on oublie souvent qu'un créateur d'entreprise, il aura 3 métiers. Le premier métier, c'est le métier le plus accessible, surtout si vous faites la même chose que ce que vous faisiez en salarié. Je produis un bien, un service, je propose une interaction que je maîtrise parce que c'était la partie salariée que j'avais. Bon. Mais là, non pas méfiance, mais interrogation, est-ce que vous pouvez faire la même chose tout seul ou pas? Le nerf de la guerre d'un créateur, et c'est souvent ce qui fait défaut et qui est le plus difficile à acquérir, c'est le caractère commercial de l'indépendance. Parce que vous êtes seul à vendre votre projet, vous êtes seul à pouvoir convaincre les personnes qui vont faire appel à vous du bien fondé de votre usage, de l'utilité de votre usage et du fait que ce soit vous et personne d'autre qui sera l'interlocuteur. Et ça s'apprend. Commercial, ça peut être aussi faire un site internet. Ça peut être de faire un flyer, une campagne de publicité, ça peut être de faire une page Instagram, ça peut être une page Facebook. C'est je communique, c'est pas simplement je suis en train de vendre mon produit et de convaincre un client, mais je suis tout simplement en train de me dire, ok, comment le client il va capter mon offre? Et c'est important de travailler sur ces éléments. À ce titre, et je ne fais pas de la publicité pour Google, hein, mais les ateliers numériques de Google vous font des petites formations vidéo, à notamment la publication sur des sites internet, la création de sites. Bon, la contrepartie, c'est de faire avoir un compte Google, évidemment. Ils veulent vous capter un peu pour le reste. Et ce qui va peut-être pas vous amuser, mais qui est bigrement important, c'est le côté administratif de votre activité. Parce que je vais vous dire un secret. Éventuellement, vos clients qui sont des entreprises, même s'ils ont promis de vous payer en facture le mois prochain, ils vont peut-être pas le faire. Et donc il y aura des relances à effectuer, il y aura des modèles de facturation à respecter pour que la facturation se fasse correctement. Et il y aura des démarches à l'URSSAF, il y aura des démarches éventuellement à France Travail, il y a des démarches à la Sécurité sociale éventuellement si vous êtes malade, des démarches à l'impôt. Et évidemment, ce n'est pas l'élément qui vous motive en premier, mais pour la pérennité de votre entreprise, c'est un élément totalement indispensable. Et ça, qu'importe la nature de la création d'entreprise que vous voulez avoir. Vous pourriez penser dès à présent que, ok, je veux simplement créer une auto-entreprise, donc je n'ai pas besoin d'un comptable, la ressource financière que j'ai besoin d'avoir, elle n'est pas exceptionnelle. Sauf que vous aurez ces fonctions à effectuer. Et que, encore plus, si vous êtes seul, il n'y a personne d'autre pour vous épauler sur la question. Comment faire l'analyse de ses compétences? Comment faire l'analyse de son activité? Bon. J'ai l'outil simple qui s'appelle le SVP.
Et quand je suis en atelier, je vous demande c'est quoi SVP, et puis vous me dites à 100% s'il vous plaît, et je vous remercie d'être poli parce que c'est effectivement l'acronyme. Non, c'est savoir, vouloir, pouvoir. Un tableau en croix-colonne, donc savoir, vouloir, pouvoir. Et après, vous mettez toutes les compétences que vous aurez à faire. Et vous mettez oui, non. Vous créez une société, vous avez besoin d'avoir une comptabilité parce que vous n'avez pas le choix. Et donc en conséquence, si vous avez été formé à la comptabilité, vous pouvez dire je sais et je peux faire de la comptabilité. Si par contre la comptabilité ça ne vous amuse pas tant que ça, ben vous allez dire ben non, je ne veux pas faire de comptabilité. Mais votre projet ne s'arrête pas là. Soit vous associez avec quelqu'un qui fera l'acte de comptabilité qui ne vous intéresse pas, soit vous embauchez quelqu'un qui fera la comptabilité, ou alors, le plus classique, ben vous embauchez un expert comptable, un comptable qui vous assiste. Et ça sur l'intégralité des fonctions. Faire une facture client, faire une publicité, faire une campagne Instagram. Vous mettez oui, non, et comme ça vous voyez s'il y a des actes de formation à effectuer, des actes de travail préparatoire à effectuer. France Travail a un site qui s'appelle l'Emploi Store. Donc j'aime pas faire de la peine, j'ai pas demandé à m'enlever les personnes qui connaissent l'Emploi Store, je crois que j'aurai un peu de peine. C'est un site très bien fait de France Travail, sur lequel il y a une partie sur la partie entrepreneuriale. Il y a des quiz, il y a des tests, il y a des business plans, il y a plein d'outils de pertinence. Et là, je vous en ai référencé 2 qu'on a mis en ligne. Mes qualités d'entrepreneur, qui est de l'ADI. C'est un petit questionnaire de quelques questions, une dizaine de questions. Et à la fin, ça donne les points saillants et les points à travailler. Bon. C'est un peu plus complet. On a le test à entreprendre de CCI Bulder. Donc CCI Bulder, c'est la chambre de commerce et d'industrie, hein, qui permet justement de faire le point des compétences, les motivations, les centres d'intérêt et les valeurs de travail. Bon. Au final, si vous voulez faire l'inventaire de ces éléments, on a aussi les prestations de France Travail. La première de ces prestations, c'est un atelier qui s'appelle M'imaginer créateur. C'est un atelier d'une demi-journée qui permet de faire justement l'inventaire des questions à vous poser pour s'imaginer créateur. Grosso modo, c'est ce que je suis en train de vous faire depuis 10 minutes, en 3 heures, donc beaucoup plus détaillé. Si vous avez besoin de beaucoup plus de temps, on a une prestation qui s'appelle Active Créa Émergence, qui est gratuite sur inscription sur le site de France Travail ou via votre conseiller France Travail, qui consiste en 2 mois maximum à réfléchir sur vos éléments de motivation, sur vos compétences, de réfléchir sur les bases de votre projet professionnel, de vous permettre de commencer à réseauter, d'accéder à des données entrepreneuriales. Vous pourriez vous dire, mais en fait, ça ne m'intéresse pas ce qu'il me raconte depuis 10 minutes. Eh bien, vous avez tort, de mon point de vue, parce que si vous travaillez sur ces éléments, vous commencez à construire le projet autour de vous, et justement, vous commencez à avoir une méthodologie de création qui vous permettra d'accélérer beaucoup plus fort sur le business plan et d'accélérer encore plus fort sur l'étude de marché. Donc, sécuriser les étapes de la création. Se faire accompagner est fondamental. L'accompagnement sera plus léger si vous voulez créer une autre entreprise, évidemment. Mais si vous voulez créer une autre forme juridique, qu'importe la forme juridique, ça sera important. Et chance pour vous, des accompagnateurs à la création d'entreprise, il en existe pas mal. Vous en avez d'ailleurs certains qui sont juste à côté de la bulle créateur. Donc vous avez le village des créateurs que je vous invite à aller voir pour regarder leur offre de service éventuellement. Il faut savoir que France Travail s'arrêtera à la partie d'émergence de projet. Si vous voulez vous faire accompagner à la création d'entreprise, vous pouvez tomber sur des conseillers un peu plus confirmés comme moi, mais normalement la compétence de l'accompagnement des créateurs est des régions. Donc je peux parler de l'accompagnement régional d'Île-de-France parce que je suis de la région Île-de-France. Il s'appelle Entrepreneur Leader. Mais a priori, si je ne me trompe pas, on n'est pas qu'entre franciliens aujourd'hui. Il y a toutes les régions représentées a fortiori. Et donc se posera la question de qui est l'opérateur d'accompagnement de mon territoire. Vous pouvez faire différentes recherches sur Google, accompagnement, création, département, région de votre territoire, ou opérateur NACRE de mon territoire. Auparavant, c'était une compétence de l'État, maintenant c'est une compétence
des régions. Et pour l'essentiel, c'est un accompagnement qui est gratuit. Donc, n'hésitez pas. On peut faire le choix d'un accompagnement par nature d'activité. Je vais vendre un objet industriel, je m'adresse à la chambre de commerce. J'ai envie d'être artisan boulanger, je m'adresse à la chambre des métiers. C'est logique, c'est leur compétence première. Ça peut être un choix par public. La ruche accompagne des projets d'économie sociale et solidaire. Donc si mon projet est social et solidaire, pourquoi pas la ruche? HUP accompagne des demandeurs en reconnaissance handicap. Si c'est ma situation, pourquoi pas? Ça peut être aussi la GFIP. Force Femmes accompagne des femmes de plus de 45 ans à la création d'entreprise ou à la recherche d'emploi. Si vraiment vous ne trouvez pas votre bonheur sur Internet et sur Google, si votre conseiller France Travail n'est pas en capacité à vous orienter vers le bon interlocuteur, et là je vous assure que ce n'est pas possible, je peux regarder sur le site BPI France Création. C'est pas parce que BPI France m'invite aujourd'hui que je leur fais de la pub gratuitement. BPI France Création est un site de qualité avec une information juste et surtout compréhensible. Expliquer la fiscalité d'une société ou une fiscalité d'un entrepreneur, si ce n'est pas expliqué simplement et qu'on n'est pas expert comptable, c'est compliqué. Et eux, ils l'expliquent correctement. Donc vous y verrez beaucoup d'informations, dont un annuaire des accompagnements qui sont disponibles. Bon, l'étude de marché, vu que je n'ai pas 2 heures pour vous l'expliquer, je vous le fais simple. C'est 4 questions à se poser. Quoi, qui, comment, où? Le quoi est fondamental. C'est quoi mon produit? C'est quoi mon service? C'est quoi ma gamme? C'est quoi mon produit d'appel? À titre d'exemple, la chaîne Basic Fit ne vend pas des sacs. Pour autant, vous en voyez plein dans la rue. Le produit d'appel pour vendre une séance de sport, c'est le sac gratuit. C'est ça qui permet à Basic Fit de se faire des parts de marché. Bon, là c'est un exemple compréhensible parce que chacun trouve dans la rue et voit dans la rue des sacs Basic Fit. Mais dans l'idée, vous pouvez avoir un produit d'appel et à côté vendre des produits connexes. Un coiffeur, à titre d'exemple, son activité principale c'est de vous coiffer. Pour autant, il va marger un peu plus son activité avec des shampoings, avec des soins, avec des produits capillaires divers et variés. Donc je peux vendre un produit principal et à côté vendre des produits connexes. Et pour ça, il faut connaître. Il faut connaître votre qui. Le qui, il faudra définir assez rapidement si c'est un salarié, si c'est une entreprise, si c'est un particulier, si c'est un visiteur, si c'est un touriste, si c'est un habitant du quartier, si c'est une femme, si c'est un homme, s'il a plus de 45, s'il a plus de 55. Pour autant, vous ne refuserez pas d'autres clientèles. Si votre cible principale, c'est les plus de 55 et un moins de 35 arrivent dans votre magasin, vous êtes commercial, vous êtes commerçant. Vous n'allez pas dire à la personne, ben non, partez. Pour autant, dans votre chiffrement de projet, dans votre business plan, dans vos achats de produits, dans votre stockage de marchandises, vous devrez connaître les besoins, les attentes de vos clients. Est-ce qu'il attend du bio? Est-ce qu'il attend de l'éco-sourcé? Est-ce qu'il attend du local? Est-ce qu'il attend du rapide? Est-ce qu'il attend du pas cher? Est-ce qu'il attend tout ce que vous voulez? Et en conséquence, votre qui, il faut aussi connaître ses moyens financiers. Il a, si vous avez un restaurant, l'habitude de venir tous les midis. Et si c'est un restaurant, il a 45 minutes, il a 1 heure pour manger. Son budget moyen prédictif, il est de 100 €, il est de 200 €, il est de 50 €, il est de 20 €. Et après, votre qui, ben vous allez le confronter tout bêtement à votre quoi. Et la question centrale, c'est est-ce que mon client est intéressé par mon produit? On peut créer un besoin ex nihilo. Bon, il y a X années, ça va peut-être pas parler à beaucoup de personnes, il y a quelqu'un qui a créé le hand spinner. C'était un truc pour se détendre, un petit machin à babiole. Ça n'existait pas avant, il a commercialisé. Ça a intéressé les gens, il n'a pas protégé son produit et en conséquence, tout le monde a fait des hand spinners et comme ce n'était pas, de mon point de vue, vraiment intéressant de base, bah, à un moment donné, l'effet de mode il s'est essoufflé. Mais pour autant, il n'y avait pas de besoin initial. Le besoin, vous pouvez y répondre et vous pouvez le créer.
Et c'est pas parce qu'il y a 3 restaurants dans votre rue que vous pouvez pas créer un 4e. Ça dépend du produit que vous allez proposer, ça dépend de la nature de l'offre que vous allez lui donner. Au-delà de ça, vous créez une activité, vous avez défini votre quoi, vous avez défini votre qui, et en conséquence, vous allez devoir définir et vérifier si votre activité elle est réglementée. Bon, il y a des activités où c'est simple de comprendre que c'est réglementé, hein. Un pilote d'avion, c'est très réglementé. Bon, je vous rassure et je ne vous inquiète pas en même temps, vous ne pourrez pas créer une entreprise de pilote de ligne, hein. Il y a quand même des normes à avoir. Le plus simple, encore une fois, c'est le restaurant. Et là, je peux vous assurer que pas mal de restaurants ne respectent pas les normes et les réglementations qui sont les leurs. L'affichage des menus, l'affichage des allergènes, l'affichage de l'interdiction de vente d'alcool aux mineurs, l'origine des viandes. Bon, je pourrais vous en parler pendant 10 minutes. Beaucoup de restaurants ne respectent pas ce qu'ils sont censés respecter. Où est-ce que vous pouvez vérifier que votre activité est réglementée? Bon, ça va être le running gag de l'après-midi, hein. Vous pouvez vérifier que votre activité est réglementée sur BPI France Création. Vous faites BPI France Création, activité réglementée, et vérifiez si votre activité, elle l'est. Beaucoup d'activités sont réglementées par le diplôme. Un coiffeur ne peut pas être coiffeur s'il n'a pas le diplôme de coiffeur. Il y a aussi des normes à respecter. Et donc, vous pouvez aussi regarder cette analyse sur ce qu'on appelle les dossiers projecteurs. Là aussi, les dossiers projecteurs, vous pouvez les voir sur BPI France Création. Un dossier projecteur, c'est une analyse d'une quarantaine ou une soixantaine de pages sur la définition du métier, les normes, des éléments de réflexion sur l'étude de marché, des éléments de réflexion sur le business plan, des éléments de réglementation, des textes de référence, des lieux, des événements, des forums. Donc vous pouvez les télécharger en payant une modeste contribution de 15 € sur le site de BPI France Création. Et là, en l'état, pourquoi c'est payant? Parce que quelqu'un a fait le livre, a fait l'ouvrage. Donc vous avez défini avec clarté qui est votre client et quel est son besoin et ça match. Se posera à partir de là le comment. J'ai un magasin, j'ai un site internet, le client vient chez moi, je vais chez le client, je suis à mon domicile. Bon, tout est possible, hein. Mon comment, est-ce qu'il intéresse mon qui? Est-ce que la manière dont je vais lui proposer le service l'intéresse? Est-ce que c'est faisable par rapport à mon quoi? Si c'est oui, se posera la question du où. La question du où est fondamentale si vous avez une boutique. Comme on dit dans la création d'entreprise et dans la recherche d'un fonds de commerce, le fond, le fond, le fond, le lieu, le lieu, le lieu. Vous n'entendez plus? Vous n'entendez plus? Et là, c'est mieux? Oui? Bon. Le fond, le fond, le fond. Donc l'emplacement du local commercial est important sur le passage, sur la fréquentation, sur les moyens de transport, sur les places de stationnement, sur les lieux type le métro, s'il y en a. Le où est-il faisable par rapport à mon comment? Si je veux installer un fonds de commerce et qu'il y a une interdiction de créer un restaurant en bas d'immeuble, vous ne créerez pas votre restaurant en bas d'immeuble. Est-ce que mon qui est prêt à me déplacer? Et est-ce que mon quoi, évidemment, est faisable? Tester son idée, faire une étude de marché, je vous encourage à utiliser un dispositif de France Travail qui s'appelle l'immersion professionnelle. Pour ça, il faut être inscrit à France Travail ou accompagné par un autre accompagnateur, ça peut être l'APEC par exemple. Et ça consiste à aller en entreprise pour vérifier que son postulat de réflexion, de création est le bon. Je vous donne un exemple. Bon, je suis très restaurant, je suis désolé, hein. J'ai une porteuse de projet qui veut créer son restaurant. Elle a plus de 15 ans d'expérience comme cuisinière. Je peux partir du principe que la cuisine, elle maîtrise, qu'en soi, elle pourra faire une cuisine de qualité avec le service en 45 minutes, avec autant de plats que nécessaire. Sauf que moi, je lui dis, faites une immersion sur la salle et l'économa. Pour vérifier l'autre métier, le commercial, l'administratif. Et je la revois après son immersion, elle me dit « Monsieur Trouja, j'arrête, je ne veux plus faire la cuisine. » Et je dis « Bah non, pourquoi ?» Ça l'a tellement intéressé, la partie qu'elle ne faisait pas, que son projet a vrillé en disant bon, « Je vais embaucher un cuisinier et je ferai la partie que je ne faisais pas avant. La gestion de la salle,
la gestion d'une équipe, la gestion d'un économat. L'étude de marché, vous avez aussi plein d'outils sur BPI France Création et je vous encourage à créer votre passe créa. Le passe créa, c'est sur la première page, vous descendez, vous avez accès à beaucoup de vidéos, beaucoup de tutoriels, beaucoup d'explications sur les étapes de la création, notamment l'étude de marché. Et s'il y a un guide que je vous conseille d'utiliser, c'est évaluer mon idée de création entreprise. Là aussi, il est sur BPI France Création, moteur de recherche, évaluer la création entreprise. Et ça vous pose plein de questions sur votre projet, sur votre marché, sur vos compétences. Et à la fin, vous allez évaluer votre projet. Par exemple, la première question, c'est quel produit allez-vous vendre? La deuxième question, quel produit allez réellement vous vendre? Dit comme ça, on pourrait se poser la question de c'est quoi la différence? J'ai une porteuse de projet qui veut faire biographe de gens comme vous et moi, mais qui ont fait quand même un ou deux trucs exceptionnels. Et je lui ai demandé qu'est-ce que vous vendez? Elle me dit une biographie. Je dis très bien, ouais. Et réellement, vous vendez quoi? Et elle réfléchit, elle me dit bah, je vends un livre. Je dis non. Réellement, vous vendez une transmission, vous vendez un souvenir, vous vendez une trace dans l'histoire. Donc dans vos arguments commerciaux, dans vos arguments de vente, on peut être aussi sur de l'immatériel. On n'est pas sur un produit en tant que tel, on est sur aussi les avantages. Pour une entreprise, ça peut être la qualité de vie au travail, ça peut être le social, ça peut être l'écologique, ça peut être le lien entre les équipes, ça peut être plein d'éléments qui n'ont aucun rapport avec un produit ou un service en tant que tel. L'étude de marché, c'est aussi questionner vos proches, c'est d'observer la rue, c'est d'observer, c'est de questionner. Et à partir du moment où vous serez sur une démarche entrepreneuriale, je vous encourage à ne vous balader qu'avec un calepin ou un téléphone, prendre des notes, prendre des notes, prendre des notes. Dans le métro, vous pouvez avoir la meilleure idée du monde, la relire 2 heures après et vous dire « ouais, ben finalement, c'était pas la meilleure idée du monde, mais c'est pas grave. » Gardez-la, réévaluez-la, analysez-la. L'étude de marché, elle vous permet aussi surtout de construire votre business plan. Parce que si vous savez que vous avez besoin de tant de produits, que vous avez besoin de tant de matériel pour produire, que vous avez besoin de tant de stockage, de tant de papier, de tant d'emballage, de tant d'éléments, vous commencez déjà à réfléchir sur votre business plan. Et à partir de là, vous devez aussi commencer à réfléchir en idée de marque. Idée de marque, c'est, bon, je commence à communiquer avec des fournisseurs, je commence à communiquer avec des prestataires ou des clients potentiels. Et j'ai la bonne idée de m'appeler BPI France Création Entreprise. Bon, là je vous rassure, a priori c'est pris, mais ce serait quand même intelligent avant de regarder et de démarrer une construction de communication avec d'autres, que ce n'est pas déjà pris, et éventuellement le protéger. Même chose, réfléchir à protéger un nom de domaine. Pour ça, vous allez sur un site qui s'appelle l'INPI, l'Institut National de Protection Industrielle, qui permet de regarder si le nom de marque ou le nom d'entreprise que vous voulez déposer est libre. Les données sont en accès libre. Si par contre vous voulez une recherche plus approfondie, il faut prendre rendez-vous avec l'INPI et ils vont faire une recherche d'antériorité. Bon. Il y a parfois des entreprises qui n'ont pas besoin d'être protégées. Hein. Si vous voulez avoir le café de la place, il doit exister en France 400, 500, 2000 cafés de la place. Et donc là, il n'y a aucun intérêt. Par contre, la réflexion à avoir, c'est de se dire, ok, est-ce qu'il n'y a pas une confusion? Dans mon arrondissement, j'ai voulu réserver un restaurant qui s'appelle La Piscine, et pas de peau, il y a 2 restaurants La Piscine. Donc quand je suis arrivé au restaurant, mes collègues ils m'ont engueulé parce qu'en fait, on ne pouvait pas manger parce qu'on n'avait pas réservé le bon restaurant. Donc ça, c'est aussi important de voir s'il n'y a pas des éléments comparables qui existent. Patatras. Arrive à ce moment-là ce qui ne vous intéresse pas du tout. Le business plan. Si je vous parle naturellement d'excédent brut d'exploitation, c'est le résultat brut qui tient compte des éléments d'exploitation. Même en vous l'expliquant comme ça, eh ben, ça ne vous avance pas plus. Hein. Si je vous parle de taux de marge brute, le résultat net avant impôt, si vous avez fait de la comptabilité dans votre expérience professionnelle, pas de problème.
Si vous n'avez pas fait de comptabilité dans votre expérience professionnelle, peut-être que vous aurez besoin d'un accompagnement, peut-être que vous aurez besoin d'outils. Je l'ai évoqué sur l'Emplaster, il y en a. Je ne l'ai pas évoqué aussi clairement sur BPI France Création, dans le Pass Créa. Il y a des outils qui vous permettent de faire votre business plan. Votre business plan, c'est une recherche sur 3 ans qui vous permet de voir la rentabilité de votre projet. Structurellement, il y a 3 questions et 3 niveaux de questions à se poser. Ça me coûte combien? Ça me rapporte combien? Pour démarrer, est-ce que j'ai besoin d'une mise de fonds? Et si oui, laquelle? Et spontanément, quelles sont mes perspectives de chiffre d'affaires? Donc c'est ce que j'ai vendu. De résultats, c'est ce que j'ai vendu, moins mes charges d'exploitation. Et mon bénéfice, c'est mon résultat, moins les salaires et les dividendes versés. Vous créez une société, ce n'est pas normal d'être en déficit la première année par rapport aux frais de fonctionnement et les frais de démarrage. Si à l'année 2, à l'année 3, vous n'arrivez pas à arriver à au moins un taux de remboursement minimal, il y a une question de construction sur votre business plan qui a mal été faite, mal été utilisée dès le départ. Ça vous permet aussi, si vous êtes indemnisé par France Travail, de savoir quand et combien vous pouvez vous payer en termes de rémunération et les conséquences que ça a sur les charges sociales, sur votre retraite, sur votre situation à France Travail en général, et puis d'avancer. D'anticiper s'il y aura des pics d'achat, des pics de vente. Le plus simple, c'est la Saint-Valentin. Il est probable que le fleuriste ou le magasin qui vend des chocolats réarme ses stocks de manière significative à cette période-là. Parce que de manière classique, comme à Noël, c'est un achat qui est faisable, qui est voulu par les consommateurs. Un camping qui serait fermé 4 mois par an parce qu'en fait il ouvre qu'à la période estivale, pour autant dans votre business plan, il faut chiffrer dans votre élément de plan de trésorerie que vous avez votre loyer à faire, que vous avez votre électricité à payer, que vous avez votre assurance à payer, l'entretien global en termes de ménage, en termes d'entretien des espaces verts. Et donc dans les 8 mois dans mon exemple, il faut que vous soyez en seuil de rentabilité pour avoir en trésorerie, pour les mois où vous êtes fermé, de l'argent sur le compte qui vous permet de subvenir aux besoins nécessaires. Dit comme ça, je vous fais peur. Bon, c'est pas le but, c'est pas l'objectif, mais sachez que vous pouvez faire accompagner par les experts comptables. C'est pas forcément quelque chose qui est connu, mais vous pouvez avoir 3 rendez-vous gratuits avec l'ordre des experts comptables. Le site s'appelle businessstory.biz. businessstory.biz. Vous vous dites, c'est gratuit, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. L'adage dit que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Eh bien, c'est un peu le cas. L'expert comptable qui va vous recevoir, il a un secret espoir. Vous avez deviné lequel? Vous récupérez comme client pour faire votre comptabilité. Pour autant, il n'y a aucune obligation de signature, ni dès le démarrage, ni à la fin. Bon, pour ceux qui habiteraient sur une ville à arrondissement, vous n'êtes pas obligé de réserver un expert comptable dans l'arrondissement de votre résidence. À titre d'exemple, des experts comptables volontaires dans le dispositif Business Story dans le 8e arrondissement, il y en a 78 sur les 271 qui sont disponibles. Dans mon arrondissement de travail, j'en ai un. Si on a le nez près du guidon, on se dit, bah ouais, ils se mettent à Monceau, ils se mettent aux Champs-Élysées, ils se mettent dans les beaux quartiers. Vision court-termiste. En fait, ils se mettent à côté de leurs clients, tout simplement. C'est la même réflexion que vous aurez. Si vous vous installez tout au fond d'une impasse et qu'il n'y a pas de visibilité, il est probable que personne vienne vous voir. Et encore, c'est pas dit. J'ai aidé à accompagner une structure qui fait de la réparation de vélos au fin fond d'une cité, invisible de tout le monde, sauf qu'ils ont bétonné leur référencement et ça marche. Évidemment que si vous allez sur un expert comptable, vous ne lui demandez pas des éléments sur le business, sur l'appuie révélateur, sur l'étude de marché.
Vous lui demandez des éléments de réflexion sur le business plan, le plan de trésorerie. Ça peut être tout simplement de valider avec lui ou avec elle tous les éléments que vous avez effectués pour vous lancer. Quand je fais des ateliers, je fais un tour de table. Bon là, j'aime m'épargner le tour de table parce qu'on en aurait pour 19 heures. La première des préoccupations que vous avez en tête, c'est le statut, le statut, le statut, le statut. Je veux bien comprendre que c'est un élément important. C'est ça qui va contractualiser, concrétiser votre création. C'est ça qui vous permettra d'avoir un cabis, d'avoir un SIRET et de vous dire « ouais, c'est fait, j'ai créé ». Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a des activités qui n'ont pas besoin forcément de créer une entreprise. Le portage salarial, c'est essentiellement sur des structures de consulting. Ça consiste à se rapprocher d'une structure de portage, de facturer avec le SIRET de la structure de portage. Vous n'avez pas créé d'entreprise, vous êtes à cheval entre le salariat et le non-salariat. Vous pouvez développer une activité d'indépendant tout en restant un pied dans le non-indépendant. Et ça donne droit au chômage, contrairement à l'activité d'autres entreprises. L'auto-entreprise ou les sociétés n'ouvrent pas le droit au chômage. Ça peut être une couveuse. Une couveuse, c'est tout simplement tester son projet avant de se lancer. Donc par chez moi, il y en a une dans les textiles, il y en a une dans la restauration. Ça permet de tester son projet et d'avoir une amorce de démarrage plus efficace. Vous avez déjà des clients, vous avez déjà une vision, vous avez déjà un vécu d'indépendant. Et permettez-moi l'expression, c'est comme en Formule 1, quand il y a un démarrage lancé, bah vous ne démarrez pas arrêté, vous démarrez lancé. Ce choix du statut, il doit être fait après l'étude de marché, après le business plan. C'est à partir de là que vous avez les conséquences sociales et fiscales. Vous saurez combien vous payez de charges sociales, vous saurez combien vous paierez potentiellement d'impôts sur les sociétés. Vous saurez concrètement, si vous êtes inscrit à France Travail, ce qui se passera par rapport à ça. Si vous le faites à l'inverse, encore une fois, vous construisez le projet autour du statut. Et donc, vous ne construisez pas le projet autour de vous. Les conséquences sur l'imposition, le régime social, je vous l'ai évoqué. On crée son statut sur un site qui s'appelle Portail e-procédure. Portail e-procédure, c'est un site de l'INPI qui permet de créer la forme juridique. Créer une entreprise, une auto-entreprise, si je suis méchant, ça vous prend 45 minutes à 1 heure. C'est faisable. Pour autant, est-ce que c'est une bonne idée? Non. Parce que ça veut dire que votre réflexion de création, votre projet, vous l'avez lancé dans la va-vite. Parfois, il y a des raisons objectives. J'ai une demandeuse d'emploi qui veut être traductrice en moldave, jeu de mémoire. Parce qu'il y a un procès qui va s'organiser et qu'ils ont besoin de faire la traduction des accusés ou des présumés accusés en moldave. Et bien elle, sa structure juridique, elle est obligée de la créer un peu plus vite, parce qu'on ne va pas repousser le procès vitam aeternam. Nous, on a 2 manières d'indemniser les demandeurs d'emploi. Si je fais simple, après je vous rapprocherai de vos conseillers, il y a aussi des simulateurs sur le site de France Travail. Et ça a une incidence sur la forme juridique que vous avez. Classiquement, on est soit sur un choix entre le maintien des droits. Le maintien des droits, c'est en fonction des ressources générées par la structure juridique. Un chiffre d'affaires, un résultat, un salaire. On complète ou on ne complète pas. C'est la version la plus tranquillisante. Parce que vous êtes sûr qu'à minima, si votre auto-entreprise ne génère pas de chiffre d'affaires, dans ce mois-là, vous avez votre rémunération de France Travail. Je ne vais pas m'appesantir sur les différences des différents statuts. Là, je pourrais en parler pendant une demi-heure. La différence entre entreprise individuelle, SARL, EURL, SAS, SASU, auto-entreprise. Ce n'est pas le but, ce n'est pas l'objectif. Et dans tous les cas, si j'y allais, je vous perds. OK ? Ça, c'est un élément de réflexion que vous allez avoir avec votre expert comptable, votre comptable. C'est aussi un questionnement que vous pouvez poser à votre conseiller France Travail. L'autre option, c'est l'ARS. L'ARS, c'est demander à percevoir 60% des droits qu'on a acquis, ou qui nous restent plutôt, je corrige, les 60% de vos droits restants en 2 fois. 30% l'immatriculation, rien pendant 6 mois, 30%. Cette somme, vous en faites ce que vous voulez.
vous achetez du matériel, vous avez 3 loyers d'avance, vous repeignez votre cuisine, c'est un argent qui vient à vous, mais qui est imposable évidemment. Il faut bien se dire qu'entre le 30% et le deuxième versement, il n'y a rien. Donc encore une fois, si votre business plan n'est pas fait et qu'il ne vous permet pas d'avoir une visibilité sur la rentabilité de votre projet, vous vous mettez en difficulté. Bon, les acronymes étant ce qu'ils sont, pour avoir l'ARS, donc l'aide à la reprise et la création d'entreprise, il faut avoir obtenu l'ACRE. L'ACRE, c'est l'URSSAF et c'est une exonération de charges sociales qui se demande en auto-entreprise et qui s'obtient automatiquement en société. Bon, j'essaie de faire simple pour laisser un minimum de temps pour les questions, mais là, je veux un atelier de 2h20 que je vous fais en 40 minutes. Donc je suis allé un peu plus vite, mais dites-vous, et on l'a dit ce matin, mais vous n'étiez pas là, ou vous étiez là, que c'est un marathon, une création d'entreprise, ce n'est pas un sprint. Et donc, prenez le temps, analysez, réfléchissez, parce que dans l'idéal et dans l'idée, c'est de créer au plus proche du moment où vous allez pouvoir produire, vendre et facturer un client. Si vous créez une auto-entreprise et que pendant 10 mois, vous n'en faites rien, vous avez paumé 10 mois d'exonération d'ACRE. Et c'est dommage. N'hésitez pas à en parler et en conclusion de ce que j'ai pu dire et ce que je dis généralement, ne vous fermez pas la porte à oser, mais travaillez votre projet pour qu'il soit sécurisé. Je m'arrête là s'il y a des questions. Si une entreprise ne donne pas une rupture conventionnelle pour un salarié, comment est-ce qu'on peut démissionner si on a un projet de création d'entreprise après? Ça se passe comment? Ou est-ce qu'il y a une alternative sur ça? Situation 1, vous passez par démission reconversion, mais ça veut dire que vous avez 5 ans d'activité. Situation 2, vous négociez une rupture conventionnelle, elle est voulue, obtenue, c'est bon. Mais potentiellement, les ruptures conventionnelles pourraient être plus dures dans l'avenir. Situation 3, ils vous licencient et vous asseyez sur votre honneur parce que vous acceptez d'être licencié pour faute alors que vous n'avez pas été licencié. Et en vous disant ça, déjà moi, ça me pose problème. Les demandeurs pensent que le cas de démission pour création d'entreprise est légitime. Il est légitime que dans une seule situation. Je démissionne pour créer une entreprise, je crée ma boîte échoue, je m'inscris à France Travail. Là, c'est un cas de démission pour création d'entreprise légitime. Si vous démissionnez pour créer une entreprise et vous inscrivez à France Travail, ce n'est pas légitime, on ne vous donnera pas le droit à l'assurance chômage. Oui, bonjour. Du coup, en fait, moi j'ai une question. J'ai appris qu'il y a une loi qui est passée en avril, à partir d'avril, qui fait que pour les créateurs d'entreprises, la durée du chômage n'est plus à 18 mois, mais à 10 et quelques. Et du coup, en fait, c'est un peu difficile parce qu'en 10 mois, c'est un peu court en fait. Et du coup, aujourd'hui, moi je me suis inscrite au chômage donc depuis le 1er septembre, suite à une rupture conventionnelle, et je suis en train de préparer mon projet. Et du coup, je me questionne, comme je dois demander des financements, ils demandent à ce que la société soit immatriculée. Mais du coup, en fait, si je immatricule ma société tout de suite alors que je suis encore en train de tout préparer, je perds en fait des mois de chômage alors que j'ai aucun revenu et je n'aurai pas de revenu au début de toute façon. Voilà. Bon, je vous avoue que je n'ai pas tout compris. Et je vous invite à ce qu'on en reparle éventuellement après. Parce que j'ai entendu 1er avril et j'ai entendu plein d'éléments. Oui. Donc moi non plus, je ne vous ai pas entendu. Donc on va en parler ensuite. Parce que j'ai rien entendu à ce que vous avez dit. Et donc on en parle après. Vous inquiétez pas, on sera à 50 cm, ça sera plus simple.
après descendre, on va arrêter là, la captation, et après vous